516e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. En l'absence de Marie Derbès qui accomplit son devoir familial, elle conduit sa plus jeune fille au brevet des collèges. Parfait. Que de souvenirs. Vous aviez passé à votre époque le brevet des collèges? Pas du tout. Moi, je suis entré en 6e, j'ai suivi la secondaire jusqu'au baccalauréat et au-delà. Alors, le 21 juin dernier, à l'occasion de la fête de la musique, on a assisté à une incroyable exhibition dans la cour d'honneur de l'Élysée. Je pense que vous avez vu ces images, vous avez apprécié le spectacle offert par le président de la République et son épouse? J'ai trouvé ça extrêmement choquant, ce qui va peut-être me valoir un procès supplémentaire, parce qu'on m'en fait un, parce que j'ai dit que j'ai été un peu choqué par le discours du mari du policier jugelé. Et j'étais très choqué et je crois que ce sentiment est partagé par l'ensemble de la population, y compris par les homosexuels, car ces images donnaient un caractère caricatural de l'homosexualité. On a peine à comprendre comment Mme Macron et le président de la République se sont prêtés ou ont secrété, suscité une manifestation aussi choquante que celle-là. C'est le reflet d'un mode de gouvernement, ça, ou d'une mode tout court? Je pense que c'est le souhait d'être bien vu et aimé par tout le monde, et on fait gros. On fait gros parce qu'on pense que les Français, dans leur immense majorité, manquent d'esprit de finesse. Alors on voit dans la presse que le 30 juin, c'est-à-dire demain, pour la diffusion de ce blog, vous allez fêter votre anniversaire. J'imagine que la tonalité sera assez différente. Bon, je pense que ce sera gai, ce sera amical, convivial. Le 90e anniversaire, ça n'arrive pas tous les jours, en quelque sorte. Et il y a mon anniversaire et celui de Jeannie, qui, elle, on le sait, est beaucoup plus jeune, forcément. Et donc, nous allons inviter un certain nombre d'amis et de relations proches pour faire cette petite fête symbolique, en quelque sorte. Rien à voir donc avec les macroneries, ce sera autre chose. Non, je pense qu'il y aura une autre dignité. Mais il y aura une petite surprise. Alors, sommet européen sur la politique migratoire, Emmanuel Macron fustige la lèpre nationaliste, une expression qui semble viser les patriotes dans tous les pays, avec menace de sanctions financières contre les récalcitrants, ceux qui ne veulent pas prendre le contingent de migrants. À votre avis, dans ce bras de fer là qui se joue avec le Conseil européen de ce week-end, qui va gagner, qui va perdre? Mais le problème, c'est que l'Europe, les pays européens, essayent d'élaborer des solutions qui à la fois donnent satisfaction à la charité et à la sécurité. Les deux exigences étant contradictoires en l'occurrence, puisque la présence et l'augmentation massive du nombre des immigrants qui est à prévoir font peser un risque très grand sur la sécurité. Alors la charité est un sentiment très noble, c'est un sentiment individuel, mais je dois dire que la charité de masse m'inquiète, surtout quand on sait qu'il y a dans le monde 1 milliard d'hommes qui crèvent de faim et 1 milliard d'autres qui crèvent de soif. Et que par conséquent, les efforts qui pourraient être faits par l'Occident un peu plus riche sont dérisoires par rapport aux besoins. Et en l'occurrence, on suggère que, dans le fond, les pays européens devraient investir dans les pays, mais le remède, c'est un cautère sur une jambe de bois, et sans proportion avec la réalité de la déferlante migratoire qui se prépare. Alors cette déferlante migratoire justement, elle serait, d'après beaucoup d'experts depuis 48 heures, stoppée. Autrement dit, l'année dernière, 1 million de migrants vers l'Europe. Cette année, depuis le mois de janvier, seulement 43 000. Oui, c'est ça. Mais on ne compte que les migrants répertoriés et autorisés. On ne parle pas de l'immigration sauvage, de l'immigration clandestine, qui, elle, est considérable et incontrôlable et incontrôlée. Alors le journal Le Monde, tiens, parlons-en, insiste sur l'alliance du pape François et d'Emmanuel Macron contre les populismes en général et Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, en particulier. Est-ce que vous pensez que la ligne de fermeté du gouvernement italien pourra résister à toutes ces pressions? J'espère. Je
j'ai de la considération pour Matteo Salvini et la Ligue, et peut-être que leurs alliés les soutiendront dans cette opération. Mais ça, je dois dire que c'est l'attitude de l'Italie est une attitude de salut public pour l'ensemble de l'Europe. Si jamais cette digue venait à céder, alors la déferlante serait beaucoup plus proche qu'on ne peut le craindre. Vous avez noté que le président de la République a utilisé un terme qui, même dans son propre camp, lui vaut beaucoup de protestations, puisqu'il a parlé des ONG en termes de complicité avec les passeurs. Oui, mais qu'est-ce que c'est que les ONG? Quel est leur statut? Quel contrôle démocratique s'exerce sur ces organisations? Qui les dirige? Qui les finance? Il y a là quelque chose d'absolument extravagant dans le fait même qu'on ne se pose pas la question et qu'on doit admettre que les ONG aient des attitudes responsables alors qu'elles sont parfaitement inconnues. Alors, dans un autre domaine, une étude montre qu'il y a une très forte augmentation de l'usage des armes à feu par la police sans qu'il soit question de bavure. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer du fait que la police fait de plus en plus, est contrainte de faire de plus en plus appel aux moyens d'armement? Bien évidemment, plus le nombre de délinquants et des criminels augmente, moins la répression judiciaire est efficace, et bien plus le risque de la rue devient grand, et ça c'est la police qui doit l'assumer, qui doit y faire face, avec le droit qu'ont les policiers tout de même de défendre leur vie quand elle est menacée, et elle l'est souvent. C'est un signal de montée de l'insécurité, vous pensez? Oui, sûrement. Une statistique significative. C'est le signal de l'affaissement général de l'autorité et de la légitimité des sociétés. Alors, puisqu'il est question d'armes à feu, on a appris quelque chose qui apparaît un petit peu nouveau sémantiquement, l'apparition d'une ultra-droite qui préparerait des attentats contre des personnalités ou des cibles liées à l'islamisme radical. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Je trouve que ça arrive à point nommé. C'est cette découverte brusquement d'un réseau d'anciens militaires et policiers qualifiés d'ultra-droite. Mais quelle est la définition de l'ultra-droite? Sur quels éléments s'appuie cette affirmation? Est-ce qu'il y a une doctrine? Est-ce qu'il y a des pratiques? Ou bien est-ce que le fait d'avoir des armes vous qualifie, vous place automatiquement à droite? Moi, j'ai peur que cette affaire soit un alibi préparé pour justifier l'attitude de violence d'une partie de la communauté étrangère, qui se trouvera ainsi ayant été officiellement en quelque sorte menacée, pas physiquement, mais par des intentions qui ont été sans doute déterminées, je ne sais par quel freudisme technique. Il paraît qu'ils avaient des intentions maintenant qu'on recherche, c'est vrai, ils avaient des armes, il y en a des millions en France. Et alors que cette organisation, qui serait en quelque sorte une espèce d'organisation de résistance préalable, on ne sait jamais, se préparant à se défendre si jamais il y avait des événements graves, est mise et clouée au pilori, et pour eux il y a de la place en prison, il n'y a pas de question. Et c'est une opération de communication politicienne. Alors, vous avez peut-être noté qu'en Conseil des ministres cette semaine, le projet, encore un petit peu flou, qui va donner lieu à des consultations de nouveaux services nationaux a été rendu public. 2 périodes de 15 jours obligatoires pour tous les jeunes de 16 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On parle beaucoup de colonies de vacances et assez peu de systèmes de défense finalement. J'espère qu'il est prévu quelques surprises parties pour égayer un peu ce rassemblement inopiné de jeunes. Tout ceci, c'est encore de la com. Le service national, c'est autre chose. Ça n'a jamais été institué d'ailleurs. Et le service militaire se justifiait par le risque que courait l'indépendance nationale. Et il est certain qu'il se justifierait plus aujourd'hui que jamais, et que le fait qu'on ne fasse plus de service militaire constitue pour les Français et la France une faiblesse très grave, et bien évident. Ceci dit, je voudrais insister sur le fait que la façon dont nos citoyens reçoivent l'information, c'est-à-dire
la différence qu'il y a entre l'événement et ce qu'on appelle son ressenti, comme on dit en matière de météorologie. L'impression de beau temps. L'impression de chaleur ou de froid, ressenti, et n'est pas directement en relation avec la réalité de la température. Et bien là, c'est pareil. L'événement en France fait, dans le fond, je crois, réellement 20%. Et 80% de son ressenti par l'opinion est créé par toute une série de réseaux d'informations qui ne sont pas innocents. Et ce sont d'abord des commentaires de presse, la manière de faire les choix des témoins, l'orientation des experts dont on n'avait jamais entendu parler auparavant, mais qui brusquement ont une opinion qui doit s'imposer à nos esprits, puisqu'il est sous-titré que ce sont des experts de l'OCRS, de je ne sais quelles organisations. Alors il y a là, à mon avis, toute une opération de médiatisation de la non-résistance face aux phénomènes qui se préparent. Je crois que vous avez une petite tendresse en particulier pour les micro-trottoirs, quand on demande aux kidams ce qu'ils pensent d'un événement. Écoutez, c'est extravagant. Qui détermine d'ailleurs les gens qui vont être interrogés, qui les sélectionne, combien que représentent-ils par rapport à l'opinion générale du peuple, c'est tout ça est dérisoire. Alors, Président, la semaine a été marquée par la nouvelle de votre sortie de l'hôpital, ce qui supposait que vous y étiez rentré. Des nouvelles de votre santé? C'est-à-dire que ce n'est pas exactement une sortie. Je suis sorti de l'hôpital public pour entrer dans l'hôpital privé, puisque je suis en effet en hospitalisation à domicile, c'est-à-dire que je reçois les soins qui me sont donnés par le personnel médical, non pas dans le cadre de l'hôpital public, mais chez moi. C'est ce que j'ai obtenu. Mais à la vérité, je suis toujours sous traitement antibio, n'est-ce pas? Et donc, c'est assez débilitant, assez affaiblissant, et j'ai hâte d'en terminer, que les investigations qui sous-tendent ces démarches aboutissent et qu'on puisse m'appliquer un traitement qui soit un traitement thérapeutique et pas seulement exploratoire. Alors vous le savez peut-être, au cours de cette semaine, puisque vous avez franchi le cap de vos 90 ans, c'était mercredi dernier, je crois, le 20 juin, nous avons reçu à travers les réseaux sociaux des centaines, pour ne pas dire des milliers de messages pour vous souhaiter un excellent anniversaire. C'est peut-être l'occasion, parce qu'on ne pourra pas répondre individuellement, de dire un mot à tous ceux de toute la France qui se sont manifestés en vous souhaitant une meilleure santé et un bon anniversaire. Je remercie tous ceux qui ont eu une pensée pour moi dans cette période. Ils sont, c'est vrai, très nombreux, plus nombreux que peut-être d'aucuns, et en particulier nos adversaires, pouvaient penser. Et comme je ne peux pas leur répondre individuellement, je leur réponds, si vous voulez, très directement, en leur exprimant ma reconnaissance, ma sympathie, mon amitié et ma détermination à continuer le combat, quoi qu'il arrive, et jusqu'au bout. Merci Jean-Marie Le Pen, et à la semaine prochaine.